Magali Barthès vous embarque dans Espace Méditerranée. Aujourd'hui dans l'émission Méditerranée, retour sur la journée de sensibilisation et de lutte contre la maladie d'Alzheimer organisée le 25 septembre dernier par le Centre hospitalier d'Allô à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. Marie-Christine Chianarella est adjointe déléguée à la santé et aux affaires sociales à la mairie d'Allô et vice-présidente du CCAS d'Allô. Chaque année, donc, nous collaborons avec l'hôpital d'Allô à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette année, en particulier sur le site donc, du pôle de l'usine électrique, donc avec l'espace privilégié, qui nous a permis donc une exposition d'œuvres de résidents de l'hôpital d'Allô, de mettre en place des alcôves où se trouvent toutes les associations partenaires, les deux CCAS et également donc toutes les structures du soin. Nous avons la DAC. Alors c'est un organisme qui vient nous appuyer dans les situations médicales complexes. Lorsque vous savez qu'actuellement il y a quelquefois des pénuries de soignants, la DAC 13 nous vient en renfort pour trouver des structures, des personnels soignants si nous n'avons pas la capacité de les trouver à proximité et si nous n'avons pas dans nos tablettes. Nous ne sommes pas forcément en relation avec tout le réseau. Eux font le lien et nous permettent d'avoir tous les appuis nécessaires. Nous avons le pôle Info Senior, nous avons France Alzheimer, Social Dream, nous avons l'association A3 Aide aux aidants. Et donc, nous collaborons étroitement. L'idée, c'est de faire collaborer donc, tous ces acteurs avec l'hôpital d'Allô autour de tous ces assos et également de faire ce lien médico-social avec toutes les structures pour accompagner au mieux les familles. Et nous sommes passés donc il y a un an à l'eau ville aidante de la maladie d'Alzheimer pour venir en aide déjà aux familles et aux aidants, leur apporter des formations, leur permettre d'être accompagnés pour cet enjeu de cette maladie qui bouscule énormément les équilibres familiaux. C'est très délicat pour les aidants. Un aidant, ça peut être un jeune, ça peut être un adulte qui travaille encore, ça peut être un conjoint qui est diminué et lui-même très âgé. Et donc, il faut accompagner tous ces publics. Le CCAS fait sa part puisqu'il est porte d'entrée un petit peu de ces personnes que nous accompagnons dans le vieillissement par des ateliers, de la prévention et par de l'accompagnement. Et ensuite, nous sommes en contact donc avec tout le réseau médico-social, que ce soit les médecins, que ce soit les personnels soignants, que ce soit les structures de l'hôpital quand il faut envisager un placement. C'est notre rôle de participer à tous ces échanges interactifs. Voilà, nous avons la chance sur le territoire donc d'Allô Plante de Cuques qui est même un petit peu au-delà, d'avoir toute cette équipe soignante sur l'hôpital d'Allô, la consultation du docteur Bernard Michel qui est essentielle pour dépister donc les problématiques. Et voilà, je pense que c'est une grande chance pour notre territoire d'avoir un tel accompagnement à tous les niveaux, médical, social et associatif, pour venir en aide aux malades et aux familles. Le docteur Bernard-François Michel, actuellement neurologue à Allô, a travaillé à la PHM dans un service dédié au diagnostic de la maladie d'Alzheimer et des symptômes apparentés, ainsi qu'à l'hôpital Laveyran. Dans le cadre d'une convention entre l'hôpital Laveyran et l'hôpital d'Allô, qui font partie du même bassin sanitaire, il y avait une consultation de neurologie à l'hôpital d'Allô. Donc naturellement, j'ai pris la suite de cette consultation, succédé à mon prédécesseur, et comme je m'intéressais quand même particulièrement aux maladies dues au vieillissement cérébral, j'ai développé cette activité. Il y avait juste une consultation d'une demi-journée, et puis petit à petit, c'est devenu une consultation de 2 jours entiers par semaine. Donc à l'hôpital d'Allô, c'est un hôpital gériatrique. Donc il y a un environnement, tous les services, toutes les compétences qui se sont développées autour de cette maladie. Donc il y a un accueil de jour, il y a un service de long séjour, il y a un court séjour gériatrique, il y a ce qu'on appelle une ESA. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une offre de soins qui est très intéressante et très importante. Et donc on a pris l'habitude de participer avec la mairie d'Allô à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer qui existe depuis 1980. C'est une journée pour les familles, c'est fait pour eux. Et la mairie d'Allô a voulu
développer le versant médico-social. L'hôpital, c'est les soins. Le versant médico-social, c'est le CCAS de la ville d'Allô, Centre communal d'action sociale. Il y a à peu près 1 million de cas en France de maladie d'Alzheimer. Le nombre de nouveaux cas par an est assez stable, mais c'est plus que le nombre de nouveaux cas de cancer du sein, par exemple. Le cancer du sein, c'est très important. Ça se guérit aujourd'hui. Le problème, c'est que cette maladie ne se soigne pas. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on a mis en place. Ça s'appelle la consultation mémoire. Quand les gens qui ont, on va dire, plus de 50 ans, commencent à trouver qu'ils ont des difficultés à trouver les noms propres, à se rappeler certains événements, avoir des difficultés à se concentrer, il est important qu'ils consultent. Dans un certain nombre de cas, c'est juste lié au phénomène du vieillissement. Mais un certain nombre de cas vont avoir déjà des tests perturbés qui pourront conduire plus tard à la maladie d'Alzheimer. Cet état s'appelle MCI, trouble cognitif léger en anglais. Et donc là, on a mis au point des médicaments qui sont capables d'enlever les lésions cérébrales, qui sont des lésions d'amylose. Et donc, on est en passe de guérir cette maladie, pour autant qu'elle soit diagnostiquée tôt. Donc, il faut continuer à faire ce qu'on fait, des consultations mémoire, recevoir les gens assez tôt, leur faire des tests, leur faire des IRM, pour pouvoir, lorsqu'on aura ces médicaments, leur faire bénéficier d'une prise en charge qui peut, espérons-nous, guérir la maladie, complètement la guérir. Voyez, donc on a des perspectives quand même tout à fait importantes. Le problème, c'est que ces médicaments aujourd'hui, ils sont sortis de la phase expérimentale, mais ils sont quand même encore assez chers. Nombre dépourvu d'effets secondaires est limité aux phases précoces. Donc on n'est pas encore complètement dans une phase où on peut les distribuer, les utiliser régulièrement, mais ça va venir, c'est une question de mois. Mais bon, encore faut-il qu'on trouve le financement, que la Sécu puisse les rembourser, etc., etc. Donc il y a encore une petite mise au point, mais on a quand même la possibilité de guérir cette maladie, donc tout autant qu'elle est prise en charge tôt. Être aidant auprès d'une personne touchée par la maladie constitue un véritable engagement et nécessite d'être accompagné. Écoutez Séverine Debosc, coordinatrice de parcours santé complexe et intensif au sein du DAC 13 Sud et référente de la cellule aidant. On a présenté donc les missions du DAC, puisqu'il y a plusieurs pôles en interne, les pôles d'expertise et la mission 1 qui est l'accompagnement des professionnels dans des situations complexes. Et j'ai parlé également de la cellule aidant qui est là pour accompagner les aidants par téléphone, pour les orienter, les informer sur tous les dispositifs qui existent sur le territoire Marseille-Aubagne-La Ciotat. Alors les dispositifs que je présente, c'est les dispositifs que je connais, que vous avez vus, qui peuvent aider les aidants. C'est on travaille en partenariat avec l'association A3, on travaille avec Sage, enfin on leur transmet ces informations pour ceux qui ne connaissent pas justement. Sur la cellule des aidants, en fait, j'ai mes collègues qui repèrent les aidants qui sont en difficulté lors de l'appel, qui appellent pas forcément pour eux-mêmes, mais pour leur aider. Et ensuite, s'ils veulent être accompagnés, moi je les rappelle. À ce moment-là, je leur laisse bien sûr la possibilité de s'exprimer sur leur situation. Ensuite, on fait un bilan à la fin de l'échange pour savoir un petit peu de ce que je comprends de la situation, quelles sont leurs difficultés, leurs attentes. Et à ce moment-là, je leur donne des pistes et on travaille sur les pistes qui peuvent répondre à ces difficultés, ces attentes. Le soutien psychologique et social fait partie des missions de l'association A3 Aide aux aidants, au sein de laquelle Fabrice Berner est psychologue. L'association propose du soutien aux aidants. Donc nos missions et nos objectifs sont le soutien psychologique et social. Et on propose aussi de l'orientation et de l'information pour les aidants. Ça peut être compliqué en fait quand il y a le diagnostic, que ce soit pour la personne et aussi pour les aidants, comment ça se passe, ce premier contact justement, quels sont les conseils que vous donnez? Alors pour les personnes qui viennent d'apprendre le diagnostic, souvent on est sur une phase de choc.
On appelle ça le choc de l'annonce. En général, on ne les voit pas à ce moment-là. On les voit quelques semaines, quelques mois après. Et effectivement, il y a un vrai travail de reconstruction à faire suite à ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme. Il y a tout leur univers qui s'effondre. Il va falloir qu'ils acceptent cette nouvelle réalité. Et ça prend du temps et ça fait partie de l'accompagnement psychologique qu'on peut proposer au sein de l'association. L'idéal, c'est de venir nous voir dès qu'on en ressent le besoin. Maintenant, chaque aidant est différent, chaque personne est différente. Le parcours, en tout cas psychologique, d'acceptation, on peut pas mettre une temporalité dessus. Donc oui, je serais tenté de dire que la meilleure des choses, c'est de ne pas rester seul quand on commence à être dans cette difficulté-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est donner l'information, en parler, et essayer d'amener effectivement la personne à venir se faire aider, ou en tout cas à en parler avec des professionnels. Mais ça, le temps va dépendre beaucoup de l'environnement qu'il y a autour de l'aidant. Alors nous, on propose plusieurs types d'accompagnement, donc d'accompagnement individuel déjà, des entretiens individuels ou psycho ou sociaux. Donc avec des assistantes sociales ou des psychologues. Pour le psychologue, c'est vraiment un parcours de vie, donc on essaye de l'aider au fur et à mesure des décisions qu'il doit prendre, de l'évolution de la situation. Et pour les assistantes sociales, effectivement, il y a des moments clés où il faut mettre en place des dispositifs. Donc on a besoin d'informations, par exemple le dispositif d'APA, du conseil départemental, qui nécessite donc de donner des informations, de monter un dossier. Donc ça, c'est assez contraignant. Donc ils ont besoin d'être soutenus par rapport à ces démarches-là. Donc on leur explique un petit peu comment ça se passe. Au niveau de l'accueil de jour, par exemple, si ils se commencent à être épuisés, on va alors les solliciter pour des dispositifs de répit. Mais là aussi, c'est pareil, ça demande une période d'acceptation. Donc, une fois qu'ils ont l'information, après, ça demande un certain temps de latence avant qu'ils arrivent vraiment à accepter cette idée. Et puis, une fois qu'ils ont accepté l'idée, il faut aussi que ça se fasse de manière vraiment pratique, puisque c'est pas parce qu'on dit aux gens vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, que forcément ils vont arriver à le mettre en place et ils vont le supporter, surtout parce que se faire aider, il faut savoir que c'est aussi se créer de nouveaux problèmes. À l'hôpital d'Allô, les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et apparentés peuvent bénéficier de séances de réalité virtuelle. Jean-Daniel Ayot y est psychologue. Nous avons proposé à des patients présentant une maladie d'Alzheimer et apparentée des séances d'immersion de réalité virtuelle, finalement des séances de réminiscence, et en reprenant des périodes, des moments importants de certaines périodes de leur vie, et en les encourageant lors de ces séances à produire des souvenirs en lien avec ces environnements qui étaient proposés. Nous avions 10 patients dans l'étude, avec 2 groupes distincts. Un groupe de 5 auquel on proposait un environnement dit semi-personnalisé, c'est-à-dire des environnements qui inspiraient certains moments importants de leur vie, et des 5 personnes qui se sont vues proposer des environnements personnalisés, c'est-à-dire à 100% correspondant à des lieux où ils avaient vécu. Nous avons procédé à des mesures avec des tests d'efficience cognitive globale et des tests de mémoire épisodique avant le protocole de l'expérience et à la fin. Et nous avons pu observer une amélioration en termes de production de souvenirs sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif en fait des patients. Et ce qui nous permet de penser, il faudra préciser ces tendances que nous avons déjà mises en évidence, que la réalité virtuelle peut être effectivement un support intéressant et une méthode non médicamenteuse qui pourrait retarder le déclin, effectivement, en tout cas les symptômes de troubles de mémoire des personnes Alzheimer. Social Dream allie technologie innovante et bien-être numérique. Grâce à la réalité virtuelle, les patients peuvent en l'espace de quelques instants faire l'expérience d'un saut en parachute ou d'un séjour à l'autre bout du monde. Nous avons testé. Écoutez Thierry Gricourt, président de cette entreprise. On propose de la réalité virtuelle. Alors on travaille sur le bien-être et on fait beaucoup de recherches sur le thérapeutique.
Donc aujourd'hui, on était présent sur le thérapeutique grâce à la recherche qu'on a menée avec l'hôpital d'Allo sur la mémoire autobiographique qu'on a développée avec Jean-Daniel Allo, le docteur Michel et Aurore Di Conceso. Donc là, on a travaillé sur de la vidéo et on a créé des vidéos personnalisées ou semi-personnalisées qui correspondent au parcours de vie des patients. Donc les psychologues ont questionné les familles, ils ont relevé certains points importants dans leur vie et on a créé des vidéos où j'étais sur place, filmé dans l'école où ils avaient vécu, ou dans la ferme où ils avaient vécu, etc., pour les replonger dans leur passé et dans leur parcours de vie et essayer de restimuler la mémoire en les questionnant sur s'ils reconnaissent l'endroit, comment ils y ont vécu, avec qui, etc., jusqu'à aller vraiment dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Est-ce que vous avez fait des fêtes? Avec qui? Avec telle et telle personne? Et on s'est aperçu qu'en fait, on arrivait à énormément stimuler la mémoire. Alors sur les dernières tranches de vie, qui n'étaient pas forcément gagnées, même sur les dernières tranches de vie qui sont en général effacées, on arrivait à remonter les scores de tests de départ. À la fin, on arrivait à énormément relever les scores, simplement avec de l'image, en les remettant dans les environnements immersifs, réels, dans lesquels ils avaient vécu, quoi. On ne fait pas que de la vidéo, hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos, évidemment. J'ai 800 vidéos, 40 000 prises de vue, qui permet d'avoir une personnalisation énorme pour les patients, s'adapter aux patients, au grand public. Et puis après, tout ce qui est interactif, c'est du jeu, entre guillemets, hein, mais qui permet de faire des exercices et du coup de stimuler aussi le mouvement ou du cognitif aussi. Donc c'est tout ce qu'on propose. En gros, on a une caisse à outils de petits exercices qui permettent de travailler sur des personnes en général fragilisées et qui ont besoin justement de faire des exercices cognitifs ou physiques. Selon une étude de 2024 de la Fondation Recherche Alzheimer, réalisée avec l'Institut BVAX Site, 1,3 million de Français seraient atteints de maladies neurodégénératives. Seuls 35% des malades seraient diagnostiqués. Magali Barthès vous embarque dans Espace Méditerranée.